Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. On va s'interroger sur qui peut représenter la réponse à Habib ou, comme dirait Tony Ferguson lui-même au micro de La Sueur, qui peut être la question à Habib. Et oui, parce que là on s'interroge, ce sera vraisemblablement Tony Ferguson Tiffer ou Georges Saint-Pierre JSP. Dans les deux cas, Habib y est favorable et désormais Dana White y est favorable aussi. Donc messieurs, on a fait plus de la moitié du chemin pour ces deux adversaires. Attends. Oui. Dana White a dit qu'il était favorable pour JSP. Tout à fait, monsieur. Monsieur, il a dit, conférence de presse d'après-combat de l'UFC 242. Une des dernières questions de la conférence de presse adressée à Dana White a été alors, et si ce combat contre JSP, est-ce que vous le faites ou pas? Il a dit avec un petit clin d'œil, sure. Et je crois que la dernière question qui a été postée, demandée, c'était un journaliste qui a demandé à Khabib si son père était là, je crois, aussi. Oui, ouais. Et donc, messieurs, et là, je pense que, tu vois, on commence, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est que je pense que Dana White a parfaitement conscience que Habib roule sur la concurrence et il se dit, bah, il y a le combat contre Tony Ferguson. Après, éventuellement, McGregor, si on arrive à le faire revenir, mais ensuite, si on veut que Habib combatte, bah, il n'y a plus personne. Donc, et comme il veut pas non plus monter en welterweight, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est Georges Saint-Pierre. Et je pense qu'il se dit, bah, c'est un peu l'espèce de cadeau que tu vas offrir au mec à la fin pour que finalement il puisse y avoir ça. Comme ce qu'il y avait eu dernièrement, c'était quoi? Bah, quand Stipe Miocic avait battu Ngannou, tu vois. T'as plus aucun mec à l'horizon, donc tu te dis, bon, bah, ok, même si ce mec, je l'aime pas particulièrement, bah, je vais lui offrir ce money fight. Bref, alors messieurs, la vraie question, c'est Tony Ferguson, GSP. Est-ce que ces gars vont pouvoir poser problème à Habib, sachant que là, le prochain, si tout se passe bien, on croise les doigts, ils vont tenter de faire pour la 5e fois Ferguson, Habib Nurmagomedov. Mon cher Rust, il faut quelqu'un de fou pour essayer de faire tomber de la Gastanais. Bah ouais, honnêtement, je pense que Tony Ferguson est la réponse. Honnêtement, mais alors voilà pourquoi. Parce que on a vu et on en a parlé dans un podcast il y a quelques jours. On en a parlé. On sait ce qui se passe quand on essaie de négocier selon les termes de Habib, ça marche pas, c'est impossible. Donc maintenant, on n'a plus qu'une solution en fait. C'est un ultra spécialiste dans sa discipline. Il faut un ultra spécialiste qui soit debout un tueur, qui soit au sol un tueur, et surtout, parce que bon, on n'était pas à 100% convaincu, on se laissait la possibilité pour le combat contre Dustin Poirier que ce soit aussi Dustin qui n'ait pas osé y aller à fond, qui ait vu des opportunités, il l'a vu lui-même, la guillotine, il n'a pas mis la jambe, machin, parce qu'il est trop rationnel, je pense. Il a dû trop se dire, je pense, dans la panique, je peux qu'imaginer, si je me crame les bras, c'est la mort, je suis déjà à moitié crevé alors que c'est le second round, tu psychotes en fait. Je pense que Khabib te fait paniquer. Donc c'est pour ça que maintenant, j'en suis persuadé, il faut juste un mec qui soit complètement taré, en fait. Il faut un mec qui soit tellement taré qu'il est capable d'aller à fond dans ses idées sans même avoir de seconde le petit dans Cusco, là, le diable sur l'épaule qui lui dit non, c'est pas une bonne idée. Il faut un mec qui n'est pas le diable sur l'épaule et un mec, en gros, qui jamais n'hésite, en fait. Qui soit taré, qui jamais n'hésite et qu'il ait vraiment les armes qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire que ça pourrait être le même gars, mais dans la lutte. Et là, c'était chaud. Et d'ailleurs, Eddie Bravo, entraîneur de Tony Ferguson, a acquiescé tes propos il y a de ça quelques jours. Parce qu'il a dit c'est vraiment ce qu'il faut pour battre Habib. C'est un mec qui ne se pose pas de questions et qui se dit comme à l'entraînement, finalement, si j'ai envie de tenter ça, je tente ça. Et en plus, et après, promis, je laisse la parole à Tomso. Et en plus de tout ça, non seulement il a toutes ses qualités, Tony Ferguson, mais en plus de ça, sa spécialité à lui, c'est un magicien, mais un magicien au sol. C'est en plus de ça un mec qui est tellement efficace parce qu'il travaille en tant que flow, en fait. Il est dans la zone quand il est debout, quand il est au sol. Il ne raisonne pas en termes de OK, 1, 2, 3, comme j'ai appris l'entraînement. Il fait ça sûrement à l'entraînement. Mais il y a aussi quelque chose qu'il a que les autres n'ont pas. C'est une créativité qui est juste débordante, en plus d'être solide, d'avoir les mains lourdes et d'être précis et d'être technique. Et il a une boxe longue. Il sait travailler à distance comme il faut. Il peut travailler en avançant. Et en plus de ça, au sol, c'est un tueur absolu sur son dos.
là, j'ai envie de dire, ça y est, il offre quelque chose que personne n'offre. Et là, pour le coup, on peut nous chier dessus sur les pronos, mais on n'était pas trop loin en disant que Dustin Poirier, le problème, c'est que stylistiquement, c'est pas ouf contre Khabib. La Tony, pour moi, stylistiquement, c'est parfait contre un Khabib. Ça fera un combat de dingue. Je suis presque convaincu. Maintenant, place à Polydomso est convaincu. Et oui. Moi, je suis complètement dans la confusion totale. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrive pas à déterminer si ce sera suffisant, en fait. Dans le sens où tout le monde a l'air d'être vraiment bon jusqu'à ce qu'il soit en face de Khabib. Quoi. C'est-à-dire, Khabib est tellement un maître dans sa façon de faire et dans la façon de dicter le combat selon ses termes que tu vois, même je me dis oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je me dis il y a moyen qu'il installe quand même son rythme en fait à lui, qu'il fasse primer son rythme par rapport à celui de Tony Ferguson. Après, je suis d'accord qu'en revanche Tony Ferguson apporte plein de choses qui sont extrêmement intéressantes contre Khabib. Déjà, premièrement, pour commencer, c'est un mec qui met la pression tout le temps et qui met la pression même s'il va se prendre des coups, qui met la pression même si le mec va le mettre au sol. Il n'a pas peur. Et c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas comme les autres combattants. Les combattants, ils mettent la pression, ils se prennent un contre et puis font là, ok, je vais rester à distance. Et puis après, c'est terminé, tu vois. Alors que Tony Ferguson, c'est presque devenu un mème, quoi, parce que il se fait aligner carrément une fois sur deux dans ses combats et il met tout le temps quand même la pression. Et même contre des gros lutteurs, on l'a vu contre Kevin Lee. Même s'il se fait mettre au sol, il s'en tape, quoi. En gros, il va se relever, il va te revenir dessus tout le temps. Et alors pourquoi c'est cool de mettre la pression à Khabib? Au-delà du fait que Khabib, je pense, il est moins dangereux quand il recule que quand il avance, ça c'est une évidence, mais surtout ça permet de gérer ta position dans l'octogone. Je pense qu'il y a deux façons de battre Khabib en fait par rapport à ses déplacements. Soit c'est de faire le matador pendant 5 rounds et de vraiment tourner autour et de piquer, tourner, piquer. Et ça, je pense pas que Tony Ferguson sache le faire. Ça, je vais être catégorique, il sait pas faire ça, il se déplace pas très très bien quand il recule, Ferguson. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet aussi contre Khabib. Mais si tu mets la pression, théoriquement, et si l'adversaire il se force pas à te mettre au sol à chaque fois que tu mets la pression, et on a vu que Khabib parfois ça le dérangeait pas de reculer, même quand il n'était pas menacé, on l'a vu plusieurs fois dans ses combats. Et si Khabib déclenche un takedown, il va peut-être mettre au sol Tony Ferguson, mais ce sera au milieu de la cage. Ce sera pas contre la cage. Et donc à partir de là, et d'ailleurs c'était ce qui s'était passé avec Kevin Lee. Kevin Lee avait mis Tony Ferguson au sol, sauf que c'était au milieu de la cage, donc Tony Ferguson il a pu passer sa rubber guard et travailler comme il pouvait travailler. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant en fait, cette façon de peu importe quoi qu'il arrive, marche ou crève, je vais mettre la pression. Ça c'est un truc qui me plaît dans l'esprit contre Khabib. Et après au niveau des armes, il y a plein d'armes qui sont vraiment, je dis pas qu'elles vont marcher, hein, mais qui me titille, tu vois, genre je me dis que ça contre Khabib ça peut être intéressant. Par exemple les coudes contre Khabib, moi je pense que ça peut être intéressant parce qu'effectivement j'ai du mal à l'imaginer qu'on puisse le sniper sur un coup. Il est trop prudent, Khabib, il fait trop attention, il est trop intelligent. Il a un style un peu awkward aussi dans sa défense. Ouais, et les gens n'ont pas l'habitude de combattre un mec comme ça, tu vois. Et puis il y a toujours la frousse, tu vois, de se dire putain si je rate mon coup, I'm here for a long night. Et en revanche, que Tony Ferguson, ce qu'il fait, il le fait super bien. Tu sais, quand il bloque les mains et puis il envoie son coude comme ça. Et alors, il va pas mettre KO Khabib, ça c'est certain. Sur un coude, il va pas le faire. En revanche, il va couper Khabib. Et là, si ça arrive. Et ça, il a coupé quasiment tous ses adversaires. Et ça, je peux t'assurer que tu peux avoir un cardio en or. Quand tu as du sang qui commence à te couler dans les yeux, que tu vois un coup sur 3 et que en plus tu as le mec qui continue de te mettre la pression et tu te dis putain, faut que je fasse gaffe parce que peut-être l'arbitre il va arrêter le combat. Donc il faut que je me force. Tout ça, ça fait partie du jeu de Tony Ferguson. D'autant plus que pour les soumissions, de même que la sueur, le sang, c'est pas terrible non plus, quoi. Donc ça avantagerait aussi. Non, mais du coup, tu vois, ça fait partie des armes que j'aime bien. D'autres armes aussi que j'aime beaucoup qu'amène Tony Ferguson. Tu as parlé de sa boxe à distance. C'est vrai que quand il a du mal à caler son rythme au début, mais quand il a le rythme, il double les jabs, il les time sur un timing un peu spécial où en fait il va déclencher la technique, il va attendre une demi-seconde, il va déclencher, tu vois, c'est comme une pulsation, tu vois, ça fait tac, 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 trop tard. Et ça, c'est tellement rare, ça. Il danse, en fait, c'est un danseur, vraiment, pour le coup, il le disait dans notre interview, il a vraiment une logique, tu vois, de rythme, de danse, il sait gérer le rythme, en fait, de l'adversaire comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. D'autant plus face à un mec qui est aussi awkward que Khabib, parce que Khabib a son rythme aussi. Et donc, c'est intéressant de voir si Tony peut débloquer ce rythme-là.
Et autre truc, dernier truc, au-delà du sol et tout ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est ses kicks au corps, les espèces de puissant kicks qui balancent comme ça. Tu sais, en plus, il les fait sans setup, sans rien, ils viennent de nulle part, ces kicks. Ouais. Et en plus, il construit par-dessus. Et moi, il y a un truc que j'ai vu que Khabib fait souvent, par exemple, c'est que quand tu déclenches un kick en jambe arrière ou jambe avant, il va se protéger avec son bras arrière, vraiment, tu sais, pour protéger la tête, et il va essayer de choper ta jambe avec le bras avant, tu vois. Et un truc que fait Tony Ferguson tout le temps, c'est qu'il construit à partir de ses front kicks. Donc il fait un front kick, puis il rentre avec un jab. En mode semi-shield. Ouais. Et ça, mec, en vrai, il se découvre, Khabib, quand il fait ça, quand il essaie d'attraper la jambe. Et il le fait très souvent. Très très souvent. Et en plus, on a vu que ça passait parce que les front kicks de Conor, mine de rien, ils passaient aussi. Donc quand tu peux les mettre de manière à pas te les faire choper et ensuite à construire dessus, c'est vrai que ça peut passer quoi contre Khabib. Tout ceci étant dit, maintenant je te dis encore une fois, Tony Ferguson, il y a des trucs qu'il fait pas, qui à mon avis sont nécessaires quand tu combats contre Khabib. Je te dis, il déplace pas très très bien en fait quand il est sur le reculoir. Il a tendance à reculer pareil. Bon, parfois il le fait de manière tellement aléatoire que c'est difficile de suivre un peu le truc. C'est quand il commence à faire des cabrioles et tout. C'est compliqué en fait de passer, tu vois, mais généralement, c'est pas Willy Pep, quoi. Il fait pas des pas chassés autour de toi et tout. C'est pas comme ça. Et aussi, un autre truc, c'est qu'il a tendance parfois, il a tellement confiance en son sol que parfois il a tendance à vraiment se tenir très très droit face à son adversaire. Un peu, c'est comme une espèce de d'Ibère, tu vois, genre comme dans les Astérix, tu vois, genre. Et il peut je pense les gros takedowns que fait Khabib, ça peut vraiment passer. Ouais. Maintenant, il apporte tellement de trucs différents sur la table que c'est peut-être ça qu'il faut, quoi. C'est une solution radicalement différente, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un truc que je suis très curieux de voir et vraiment, si jamais le combat se fait, le pire, ce serait un KO en une seconde. L'avantage, c'est que ce ne sont pas des gros knockouts, c'est pas des mecs qui mettent KO en un coup. Normalement. Mais bon, Randleman n'était pas connu pour ça non plus et on l'a vu. Mais bon. Mais en revanche, c'est vrai que je suis très curieux de voir aussi, c'est au sol particulièrement, si jamais le combat y va, il y a des trucs, par exemple, qu'a tenté Dustin à des moments, des reverses qu'il a tenté, des renversements. Techniquement, enfin, clairement, je ne suis pas un spécialiste du JJB, mais je me suis rematé ces tentatives de renversement plusieurs fois. Et elles sont quasi parfaites en fait. C'est juste que, et il les fait avec vraiment de la puissance, il les fait avec la technique qu'il faut. Ouais. C'est juste que Khabib garde les deux mains liées autour du corps et du coup en fait tu peux bouger comme tu veux. En fait tu t'en défras pas. C'est-à-dire que la technique est parfaite, mais Khabib sait ce qui arrive et du coup il sait quand lier les mains au bon moment. Et ça c'est extraordinaire. Mais là où je veux en venir, c'est je sais même pas si quelqu'un qui est spécialisé dans le flow sera capable de sweeper ou de renverser ou de surprendre Khabib. Par exemple, Tony Ferguson, il y a des moments où, je ne sais plus si c'est contre Kevin Lee, où il essaie, Kevin Lee, de mettre au sol Tony, et Tony fait une espèce de galipette pour s'en sortir, comme d'hab, enfin, classique Tony. Oui, et c'est un truc qui est tellement inattendu et tu sais pas comment réagir quand tu es le lutteur qui tente d'avoir la position dominante que du coup, de par ce flow, et après il ressort avec un mouvement de buste que tu vois que dans un DBZ, etc. Donc, c'est très compliqué à gérer un mec qui est aussi technique, qui a aussi un background de lutte et de JJB que Tony Ferguson. Mais, comme on a vu aussi que, en gros, Khabib, même si tu es capable de faire des super renversements et que tu es capable d'essayer de le surprendre dans un flow ou en tout cas dans des tentatives de transition en lutte où tu vas le surprendre, etc., en fait, il a toujours un coup d'avance en fait. Et je suis très 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 curieux de voir s'il arrive à garder ce coup d'avance face à un mec qui a un tel flow au sol et dans les transitions. Franchement, je suis curieux. Ce qui me fait quand même peur un peu avec Tony Ferguson, c'est le fameux combat contre Kevin Lee. Et puis toujours, on en parle quasiment à chaque fois avec Polydomso quand on parle des combats de Tony Ferguson, c'est qu'à chaque fois, il y a les deux pentes qui se croisent entre celle de l'adversaire et celle de Tony Ferguson. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'avec Khabib, tu vois, il y a toujours ce parallélisme entre les deux et qu'il soit un de ça en dessous. Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait peur dans le sens où, on l'a vu avec Kevin Lee, le premier round, ça sentait quand même très très mauvais pour lui. Et ensuite, il a bénéficié du fait que Kevin Lee, aujourd'hui, on sait, aussi bien en welterweight qu'en lightweight, il a un certain gas tank pour l'instant, parce qu'après, on n'a pas vu les ajustements que Firas Zahabi apportera.
Mais au bout d'un moment, il commence à être crevé. Et quand il est crevé, il fait pas les bons choix. Il va se lancer dans des takedowns. Il n'aura pas la même précaution qu'avant et ça va très mal se finir pour lui. Bah, il s'est fait soumettre contre RDA comme ça et il s'est fait soumettre contre donc Tony Ferguson comme ça. Et moi, vraiment, ce qui me fait peur, c'est un mec comme Habib qui va imposer justement son rythme. Quand tu auras le premier round, bah, ça va passer parce qu'on a l'habitude de voir Tony Ferguson comme ça. Deuxième round, j'ai peur qu'on voit un copier-coller encore et qu'en fait que ça suive à la fin, que finalement Tony Ferguson perde par décision et que ce soit pas une humiliation, mais qu'il perde par décision parce que justement au bout d'un moment cette courbe de fatigue ne se soit pas inversée et que en fait tu tombes sur un Tony Ferguson qui bah t'as beau avoir tout donné, bah il est toujours là et au quatrième round, bah quand tu as vu par exemple le combat contre Edson Barboza, c'était pas quatrième, enfin au bout d'un moment, contre Edson Barboza qui avait fait un très bon combat, jusqu'à ce que bah, le mec est toujours là et tu fais bah ouais, bah merde, là ça y est, c'est game over. Et c'est ça qui, moi, me fait vraiment peur en fait. Après, moi, j'opposerais quand même que la plupart des derniers adversaires de Khabib sont pas des gens qui ont. C'est des gens qui ont du cardio, hein, ça c'est clair, enfin, sauf Conor qui est pas vraiment réputé pour son cardio, mais c'est des gens. Yaquinta et tout, normalement, ils sont instoppables, ces mecs-là, tu vois, genre en termes de cardio, mais qui sont pas très connus pour être des combattants qui mettent leur jeu sur la transition. Dire que ce soit Dustin Poirier ou Yaquinta, c'est des gens, ils ont le cardio qui est au top tant qu'ils restent dans leur distance. C'est-à-dire Dustin Poirier tant qu'il strike, et même Yaquinta tant qu'il strike, parce que même si c'est un lutteur, en fait, il se sert plus de sa lutte comme une anti-lutte finalement, et pour installer son bras arrière et tout. La différence, et c'est pour ça à mon avis qu'ils sont rincés quand ils combattent Khabib, parce qu'ils sont pas habitués à faire l'effort que Khabib lui fait depuis qu'il est gosse, je te dis, de lutter, d'être en opposition et tout, constante, et de varier les rythmes. Repos, rythme d'activité, rythme de repos quand ils combattent. Tu vois. Eux, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Alors que moi, je ferais l'argument que Tony Ferguson, quand même, tout son jeu, c'est sur la transition. Quand même. Tout son jeu, c'est je te fais une tentative de soumission, ça marche pas, c'est pas grave, je remonte. Et je pense même il a peut-être moins d'intensité que Khabib, moins de puissance, je suis sûr, je pense qu'on peut le dire, mais il a une frénésie quand il fait ça dans les variations. Il peut faire 4 tentatives de soumission, puis tout de suite repartir sur les coudes et sur les quilles. Personne ne fait ça. Ils ont chacun, personne ne fait ce que fait Khabib. C'est-à-dire de te mettre au sol, de te poncer, puis de te remettre au sol, te reponcer, puis de te remettre au sol et te reponcer dans la même séquence en fait. Personne ne fait ça, personne n'est capable de le faire. Mais ce que fait Tony Ferguson, personne n'est capable de le faire non plus. Donc c'est très intéressant. Et moi je te dis, est bien malin celui qui peut prévoir lequel de ces rythmes et lequel de cette façon de contrôler l'adversaire. Parce que c'est en fait, ça revient toujours là, ça revient toujours à imposer ton rythme à l'adversaire finalement. C'est pas des combattants qui s'adaptent vraiment finalement. Quand tu pousses vraiment la réflexion, Khabib ou Tony Ferguson font du Khabib et du Tony Ferguson à chaque combat. Mais ils ont cette manière d'imposer vraiment leurs termes. Ils vont t'imposer leur façon de combattre. Moi, je sais pas, je te dis, c'est pile ou face pour moi si on me dit qui va réussir à imposer sa volonté sur quelqu'un d'autre. Je vois des grosses faiblesses chez Tony Ferguson que Khabib peut exploiter, et je vois des grosses armes que Tony Ferguson peut utiliser contre Khabib. Non, et puis le risque mineur serait que Habib roule finalement sur Tony Ferguson, dans le sens où c'est vrai que moi, c'est un peu ça aussi, l'autre truc qui me fait dire, Tony Ferguson, il y a moyen finalement pour lui que ça se passe bien, c'est dans le sens où si le combat n'est pas du tout serré, ou dans le sens, Habib fait du Habib et Tony Ferguson n'a pas de réponse à ça, on l'a vu quasiment à chaque combat, il y a des moments où Habib il commence, il se laisse emporter vraiment complètement par sa domination, et soit il se met à parler, soit il va être beaucoup moins précautionneux dans ses avancées, et là, je pense que Tony Ferguson, s'il y a bien un mec qui peut lui faire payer à chaque fois la moindre erreur, ça peut être lui, tu vois. Et c'est là où je me dis, après, bon, forcément, je pense que s'il arrive avec le combat contre Tony Ferguson, il sera forcément préparé à ça. Il se permettra pas toutes les erreurs qu'il fait, tous les moments où il commence à se dire, bon, bah ça y est, je viens de rouler sur le mec pendant un round, là, je peux me permettre de rester debout en face de lui et faire n'importe quoi. Par exemple, moi, je pense qu'un truc que peut pas faire Khabib, comme il a l'habitude de faire, c'est Khabib, en fait, il sait pas vraiment très bien le faire de cutter la cage pour pousser quelqu'un contre la cage. Ce qu'il a l'habitude de faire, il l'a pas trop fait contre Dustin Poirier, parce que Dustin Poirier lui compliquait pas vraiment la tâche, en fait, il reculait lui-même face à la cage. Mais ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de shooter un premier takedown un peu à vide, l'adversaire va travailler, ce que faisait Edson Barboza, par exemple, pour le sprawl classique, tu vois, où tu t'allonges sur l'adversaire et tout.
et il va avancer contre la cage, et c'est là où il va vraiment développer son jeu avec le high crotch grab et les trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est sa façon de faire, c'est sa façon finalement de cutter la cage de cette manière-là. Le truc, c'est que quand il shoot, comme on en avait parlé dans notre podcast avec toi, Guillaume, le truc, c'est que quand il shoot tête extérieure pour éviter les genoux. Complètement. Sauf que ça, putain, Tony Ferguson, c'est un des meilleurs en termes de soumission, tu sais, de défense de bras, Darshock, Anaconda Choke. Darshock, alors là. Et ça, mec, tu vois, par exemple, l'opportunité qu'il a laissée à Dustin Poirier au 3e round, il pourra pas faire ça contre Tony Ferguson. Complètement. C'est pas possible. Là, en revanche, avec tout le respect, hein, moi je sais qu'il est très dur, qu'il est très calme, tout ça, ça passera pas contre Tony Ferguson, un truc comme ça, hein, ça c'est sûr. Donc déjà, le fait je pense qu'il fera pas cette erreur-là, parce qu'il est trop intelligent et que c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que ça lui enlève une arme. Et en fait, on a vu des combattants comme ça quand on leur enlevait des armes, qui en fait leur style, un peu comme un château de cartes, ça s'effondrait. Et l'exemple que je peux utiliser, parce que c'est un exemple qui est assez intéressant, parce que ça touche Khabib, c'est pas le même, hein, je suis pas en train de dire que ça va se passer de la même manière, mais regardez Cain Velasquez quand il a combattu Fabricio Verdum. Tout son jeu, c'était de pousser l'adversaire contre la cage, bon là pour le grind, hein, pas pour l'amener au sol, et en fait tout en faisant reposer la menace du takedown, simplement la menace, hein, parce que lui il avait pas un jeu d'enchaînement au sol comme à Khabib. Mais le fait est que dès le premier round, il a montré à Fabricio qu'il voulait pas aller au sol. Et à partir de là, il y a une espèce de renversement de vapeur où Fabricio s'est dit ah ouais d'accord, tu veux pas aller au sol. Je peux tout tenter. Je peux tout tenter. Et si Tony Ferguson se dit ah bah d'accord, tu vas pas faire de double parce que tu penses que je vais machin, là je vais commencer à tenter des trucs, tu vois. Et en fait, on en arrive toujours là en fait. C'est bien sûr tu domines ton adversaire, mais aussi tu dois lui faire penser. Tu dois en fait l'amener à s'auto-censurer ton adversaire en fait. Il y a ça aussi. C'est-à-dire tu dois le contrôler. Mais quelque part, c'est encore mieux quand lui-même se contrôle lui-même en se disant ah non, je peux pas faire ça, ah non, je peux pas tenter ça parce que c'est trop dangereux. Le truc, c'est qu'avec Tony Ferguson, on sait pas. En fait, c'est pour ça que le match-up est trop intriguant. En fait, Enfin bref, on reviendra pour la preview autour de ce choc, vraisemblablement soit pour la fin de l'année ou en tout cas avant février, c'est ce que Javier Mendes a dit. Tony Ferguson, Khabib, ça arrive bientôt. Bien évidemment, on fera une couverture archi complète sur la sueur, messieurs. Maintenant, place à l'autre. L'autre potentielle menace à Khabib, c'est donc Georges Saint-Pierre. Donc là, ça fait. Il avait pris sa retraite en février dernier après des négociations avortées avec l'UFC concernant ce combat-là, parce qu'effectivement, c'est vrai que le problème de Georges Saint-Pierre, c'est il combat aujourd'hui que pour les challenges qui l'intéressent. Donc pour l'UFC, si la nouvelle poule aux œufs d'or se fait complètement rétamer par Georges Saint-Pierre, qui ensuite abandonne la ceinture, on regarde de la catégorie lightweight, ça ferait un sacré embouteillage. Et en plus, le mec qui est invaincu et autour duquel toute la com est faite autour de ce statut d'invaincu aurait perdu ça. Donc, pour l'UFC, ce serait désastreux. Bref, c'est pour ça que l'UFC voulait pas le faire. Là, comme l'UFC commence à dire, tiens, ce serait peut-être intéressant. Bref, messieurs, est-ce que Georges Saint-Pierre peut le faire contre Khabib? Avant toute chose, avant de vous laisser, c'est parti, hein, balancer Golden Nugget sur Golden Nugget. Le truc, c'est moi, ce qui m'inquiéterait un petit peu, c'est évidemment le weight cutting, parce que c'est vrai que Georges Saint-Pierre, faire le poids pour la première fois de sa carrière à 38 piges en lightweight, sachant que maintenant il n'y a plus les IV, donc les intraveineuses, pour moi, ça pourrait être un petit peu compliqué. Après, c'est vrai. Et après, il se prendrait superbement bien. Là, par contre. En fait, c'est là où j'allais, mais ça, c'est vrai que je vais pas, comment dire. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle que de toute façon, le propre de GSP, et d'autant plus maintenant qu'il peut vraiment choisir ses combats comme il les veut et prendre le temps qu'il veut pour les préparer. Il a tellement. C'est peut-être le plus professionnel des professionnels, ce mec. Complètement. Donc, il a déjà fait des weight cut tests, mais rien que des weight cut tests. Personne ne fait ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà très bien. Il a une team derrière lui qui est. Enfin, littéralement, il a les meilleurs profils dans tous les domaines, que ce soit la nutrition, que ce soit la gestion du stress, la préparation mentale, et sans parler bien sûr de Firas et de tous les coachs qu'ils ont à Tristar, d'autant plus qu'en plus Georges Saint-Pierre va même chez Freddy Roach, il va même chez Phil Nurse, etc., chez Renzo Grassi, donc autant vous dire qu'on est sur du nirvana quel que soit le domaine. Donc de toute façon, très franchement, je pense même pas que ce sera à prendre en compte au niveau du weight cutting, si ça affecte ou pas, s'il sera crevé plus vite. En revanche, là où j'ai peut-être un petit peu peur, c'est le weight cut ne posera pas de problème à mon sens. En revanche, l'ajustement
physique face à Khabib, là, il va peut-être être très surpris en revanche. Et c'est là où pour moi le bas blesse un peu, c'est que il va se ramener donc en moins de 71 sans souci, il sera frais, il sera machin. Par contre, de la même manière, alors je sais, l'écart est grand, hein, là on est sur du Van Damme entre deux camions, mais Roy Jones l'a dit lui-même en fait. Monter, c'était cool. Monter, c'est cool. Tu t'arrives à t'adapter au rythme des gens parce que tu montes de KT, c'est un peu plus lent, tu arrives à gérer, etc. Il a même réussi à aller jusqu'en poids lourd et gagner des combats. Roy Jones a dit le problème, c'est pour redescendre. Parce qu'en fait, quand tu redescends, là, tu t'arrives plus, tu comprends plus le timing en fait. Tu reviens sur un truc qui est plus rapide, il faut être plus sharp. Et Roy Jones disait, eh ben, c'est là où en gros, je n'arrivais plus, je n'y arrivais plus. Et c'est là où j'aurais un petit peu peur pour GSP, c'est que il va se préparer, il sait dans quoi il s'engage, mais les temps de réaction ne seront pas les mêmes. Le type de gabarit et le type d'explosivité auquel il va faire face, ce ne sera pas pareil. Et là, j'avoue que j'aurais un petit peu peur. J'aurais un petit peu peur. Je sais, c'est probablement impossible, hein, on se le dit, c'est Georges Saint-Pierre, mais j'aurais peur peut-être parfois même que Georges Saint-Pierre soit pris de vitesse sur certaines choses. Et à voir. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais j'aurais un petit peu peur de la descente plus que je n'ai eu peur de la montée. Oh. Bon, juste pour Williams après. Pour Georges Saint-Pierre, l'avantage aussi, c'est vrai qu'en étant au Tristar, il peut s'entraîner avec énormément de lightweight, dont Mansour Barnaoui, et il s'entraîne aussi avec l'équipe de lutte olympique canadienne. Donc c'est vrai que c'est du client. Là, donc dans tous les cas, c'est vrai que de ce côté-là, c'est bien. Et puis pour Moto, en plus, Moto mettre un stop sur le weight cutting, oui, pardon. Je veux dire, c'est vrai qu'en plus, comme son weight cutting, c'était très mal passé. Enfin, sa prise de poids, c'était très mal passé pour qu'il passe en poids moyen. C'est vrai que dans tous les cas, il n'y aura pas de souci. Donc oui, j'ai dit n'importe quoi. Allez-y, mon cher Polydox. Voilà. Non, moi, ce qui me gêne plus, c'est l'âge, et puis c'est aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, mine de rien, donc c'est de plus en plus difficile, et ça a mis bout au bout du cutting, du fait que c'est un casse-tête, hein, Khabib, il apporte quelque chose, il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Khabib. Il a rencontré de très bons lutteurs. Josh Koscheck, Johnny Hendricks, Matthews, mais je pense à un mec qui ressemble plus à Khabib dans sa façon de faire. C'est pas John Fitch? Si, c'est John Fitch, le Shane Wrestler. Ouais. Parce que John Fitch, c'est le original Shane Wrestler, quoi. C'était. Et puis quand il a affronté GSP, était vraiment la terreur. Enfin, la terreur. Les gens avaient surtout peur de perdre contre lui, mais pas forcément. Parce qu'il n'avait pas l'agressivité de Khabib, mais il pouvait vraiment te neutraliser. Il n'avait pas la capacité de finition et l'agressivité de Khabib. Ouais, ça, c'est clair. Et même l'impact, hein, il n'avait pas. Hors de sa lutte, finalement, en enchaînement, il n'avait pas une grande violence dans ses coups et dans sa façon de faire. Donc, effectivement, il a rencontré des très bons lutteurs. Il a rencontré personne qui présentait toute cette combinaison de lutte, mais aussi franchement, même de striking. Hein, moi, je trouve qu'il se démerde vraiment pas trop mal. Khabib, et il s'améliore de combat en combat, et surtout la confiance, quoi. Le mec, il est à 28-0 maintenant, il est inarrêtable, quoi. Donc ça aurait été vachement intéressant il y a 4 ans, quoi, ou 5 ans. Là je serais plus enthousiasmé. Là, le fait est qu'on va un peu le rechercher comme ça, en disant c'est le nom et tout, il faut combattre, il faut trouver quelqu'un contre Khabib. Alors c'est vrai que c'est JSP, c'est un mec très intelligent, très professionnel, qui a la meilleure équipe, qui pourrait éventuellement, lui je suis sûr, il pourrait développer une stratégie particulière. Il comprend ce jeu-là, et il a cette façon pour chaque adversaire de développer une réponse appropriée. Et donc ce serait vraiment intéressant, mais le truc, c'est que je me dis, il y a tellement de trucs à faire, quoi. Il y a tellement de trucs à gérer, tellement de soucis à prendre en compte, que j'ai du mal à y croire, en fait. J'ai du mal à me dire ça pourra faire un beau combat éventuellement, mais j'arrive pas à prendre l'option au sérieux, quoi. Dans ces conditions-là, j'arrive pas à la prendre au sérieux, quoi. Après, c'est vrai que en fait, je sais pas trop quoi en penser, parce que d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais de l'autre, je me dis, bon, l'âge, on commençait déjà à se dire ça quand il est revenu de son hiatus de 4 ans, et c'est vrai que pour aller un peu dans notre sens, c'était contre Bisping, c'était pas contre un Romero, un Whittaker, etc. Et en plus, c'était pas une promenade de santé. Le premier round était super, c'est jusqu'à ce qu'il se fasse couper,
pour le coup, Georges Saint-Pierre était beaucoup moins impressionnant qu'auparavant quand il était justement au sol, parce que c'est là qu'il a pris le plus de dommages. C'est Bisping, ça, c'est avec ses coudes, justement, quand il était sur le dos, qu'il l'a ouvert. Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'il a fini en son. Et c'est vrai que d'un côté, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on revoie ce combat contre Bisping, mais ouais, c'était Bisping. Donc c'est un mec pareil, c'est-à-dire que on l'avait vu contre Tim Kennedy, etc. Même si Bisping a gagné contre Tim Kennedy et qu'il a très bien géré la lutte, il est possible de le mettre au sol. Debout, il est prenable si tu sais le gérer, même si c'est un superbe boxeur. C'est vrai qu'il présentait pas le même, il présentait pas la même spécialité et la même. Khabib est tellement aiguisé dans son domaine que c'est extrêmement compliqué de l'approcher. Bisping, tu avais pas mal de moyens de le faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais me faire des ennemis en disant ça, mais personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se le cacher. Si GSP est venu à ce moment-là chez les middleweight, c'est parce que c'était Bisping. Oui, évidemment. Soyons honnêtes, tu vois. Donc, oui, c'était GSP. Oui, il a battu, il a fini Bisping et c'était incroyable. Est-ce que ça nous dit véritablement quelque chose sur ce que GSP donnerait face à quelqu'un qui est dans son prime et dans une catégorie en plus inférieure? J'en suis pas persuadé. Et c'est là où je te rejoins, en fait, Polydomso. D'un autre côté, je me dis, s'il y a bien quelqu'un qui a un style qui peut se marier avec quelqu'un de vieillissant, c'est plutôt GSP qui fonctionne sur le timing, qui fonctionne sur le contrôle, sur une technique impeccable. Là, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Romero, qui est le outlier, enfin le mec qui nous fait tous mentir parce que le mec à 40 piges, il est capable de bouger comme un putain de ninja. Normalement, de l'eau et du sucre, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Ah bah ça. Mais voilà, à part un mec comme Romero, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Normalement, si tu as un style comme celui-là, aussi flashy, à 40 piges, ouais, tu n'as plus de dos déjà. Et GSP, il a ce style, il a cette intelligence de combat qui a fait son succès, qui fait qu'il ne se repose pas que sur ses capacités athlétiques, parce qu'il y en a qui ont des bien meilleurs que lui, pour gagner. C'est ce qui peut-être me donne un espoir, mais en revanche, c'est vrai, ça fait plus de 5 piges qu'on ne l'a pas vu contre l'élite de l'élite dans leur prime, et quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est agressif. Et j'aurais peur d'un énorme reality check pour GSP. Ça me fait Ah non, moi je suis confiant, au contraire. Parce que vraiment, le combat contre Michael Bisping, il avait dit après que lui-même regrettait de ne pas avoir plus taffé sa lutte et son sol, parce que pour lui, il était hyper confiant là-dedans, et finalement, c'est là qu'il s'est fait dépasser. Il a dit, ouais, ça, j'aurais peut-être dû écouter mon coach. Et vraiment, le fait qu'il s'entraîne tous les jours avec l'équipe olympique canadienne de lutte, pour moi, ça veut dire que tous les jours, le mec bat les meilleurs de son pays. Et avec les meilleurs de son pays en lutte, et pour le coup à chaque fois c'est des mecs qui sont quand même très jeunes, et ensuite il va au Tristar avec les Rory McDonald, il y a aussi un mec là qui arrive qui est au Bellator qui est très très bon, enfin bref, le Tristar Gym qui a la réputation qu'on connaît. Donc pour moi on va dire le côté lutte, où Georges Saint-Pierre en plus dans toute sa carrière, on a bien vu que c'était quand même là où il était excellent. Ça me fait dire que on va dire, à part au niveau game plan et à quoi s'attendre, il n'y a pas énormément de travail à faire là-dessus. Et debout, il y a Freddy Roach. Au sol, il y a aussi tout ce qu'il fait avec Danaher et le Danaher Squad. Donc, tu vois, ça il y a potentiellement sur le papier, sur le papier, il y a de l'espoir. Sur le papier, ouais. Non, mais si on devait retenir une force de JSP qui pourrait vraiment être utile contre Khabib, qui pourrait faire la différence, c'est qu'il y croit. Non, c'est pas ça, c'est que c'est sa maîtrise des distances. Moi, je trouve que JSP, s'il y a une qualité qu'il faut retenir, c'est qu'il sait exactement où est son adversaire, quand est-ce qu'il est dangereux, quand est-ce que lui peut déclencher, quand est-ce qu'il peut faire parler sa lutte. Et on l'a vu réussir à mettre au sol des mecs qui étaient meilleurs lutteurs que lui. JSP, c'est pas un excellent lutteur, on va dire lutte de base, quoi. Je veux dire, c'est juste, il a un très bon timing sur comment timer son double quand il arrivait à créer, à agacer son adversaire avec des jabs, en fait. Et il a, tu vois, par exemple, en 20 secondes, les 20 premières secondes, il met au sol Johnny Hendricks, tu vois, alors que le mec était all-américain et tout, incompréhensible, quoi. Et puis dopé comme un âne. Non, on ne sait pas. On ne le sait pas. Mais du coup, c'est pour ça que, par exemple, il peut, en fait, créer ce sens, tu sais, avec son espèce d'in-out subtil qu'il est à distance, mais qu'en fait, il n'est pas à distance. Et en fait, il va te forcer à déclencher ton takedown, et quand, en fait,
quand tu subis un takedown que tu n'as pas choisi, c'est très difficile de défendre. Mais quand en revanche, tu défends au moment où tu sais que le mec va faire son takedown, c'est beaucoup plus simple. Et on l'a vu dans son deuxième combat contre Josh Koscheck, mais c'est un cas d'école, quoi. Genre, il lui lamine la gueule à coups de jab pendant 25 minutes et il n'y a pas une seconde où il est en danger. Pourtant, Josh Koscheck, super lutteur et tout. Hein. Mais donc voilà, mais c'était il y a longtemps. C'est ça qui me fait peur, quoi. C'était il y a longtemps, c'est pas les mêmes modèles. Josh Koscheck, c'est un très bon lutteur, mais c'est pas la même lutte que Khabib. Khabib, c'est pas ces doubles qui font peur à Khabib. Hein. Les doubles, je pense qu'il n'a pas un super ratio de mise au sol avec ses doubles. Ce qui fait peur, c'est toute son construction. En fait, au moment où il t'a accroché, où il va pas te lâcher, quoi. Et d'ailleurs, en fait, le vrai problème qu'il y a contre Khabib, c'est pas vraiment de défendre les takedowns. Défendre les takedowns, je crois que Khabib, jusqu'à son combat contre Dustin Poirier, je crois que la statistique à l'UFC, c'était 44%. Ah oui, exact. Moins d'un takedown sur 2, ce qui est pas ouf en fait. Mais le truc, c'est que il te lâche pas en fait. Ce qui est difficile, c'est le désengagement. C'est pas le bloquer le premier takedown. D'ailleurs, quasiment tout le monde sauf Dustin Poirier, ça m'avait étonné. Mais tout le monde arrive à bloquer le premier takedown en fait de Khabib. C'est en fait à partir du moment où il a cassé la distance, c'est là où ça devient le cauchemar parce qu'après il va t'en faire 10. Mais parce que pour lui, ça le crève pas. Il peut continuer à enchaîner en fait tant qu'il veut, quoi. Et ça, en fait, JSP, il a rencontré personne comme ça parce qu'il y avait personne comme ça à l'époque. Il y avait même Matthews, même tout ça, c'est pas du tout le même modèle de lutte. C'était des power wrestlers, tu vois, c'était pas pareil. Et ça, c'est quelque chose de foncièrement nouveau. Et pour le moment, on n'a pas. C'est une nouvelle donnée, quoi. C'est comme le premier mec qui est arrivé avec une arquebuse dans les combats au Moyen-Âge. Il avait quelque chose de différent, quoi. C'est pas en venant avec des épées que les gens l'ont battu, c'est en trouvant d'autres habitudes, quoi, d'autres armes, d'autres façons de faire, tu vois. Et donc, c'est ça, j'ai un peu de mal. Alors, il a l'esprit pour. C'est un mec qui est, je pense qu'il comprend super bien le game et qui était vraiment en avance lui aussi, hein, à sa manière. Mais là, ça nécessite un boulot. En fait, c'est pour ça, moi, je suis fasciné par Khabib et je suis très content de vivre à cette époque parce que on va voir en fait ce que la nouvelle génération de combattants va faire pour s'adapter. Parce qu'en fait, c'est ça le monde du combat et d'ailleurs c'est ça le monde du sport en général, c'est que t'as un mec qui instaure une suprématie et tout le monde pense que c'est impossible de battre et puis il y a quelqu'un qui va trouver une réponse. Et ainsi de suite, c'est une dialectique en fait, les sports de combat. Et pour le moment, on arrive dans ce. Là, c'est encore vraiment visible parce qu'il y a Ousmane maintenant, il y a Colby Covington, il y a plein de gens qui commencent et Gillespie aussi, qui commencent à imiter, s'inspirer de Khabib et de sa façon de faire. Et je pense qu'on arrive vraiment, on est à la veille d'une suprématie de ce type de lutteur. Vraiment. Parce que pour le moment, il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont les armes pour lutter contre ça. Mais ça va faire réfléchir un tas de gens qui sont en train de grandir et qui sont en train de s'entraîner en ce moment et en train de regarder Khabib faire et qui vont apporter, une fois qu'eux seront mûrs, des armes que personne n'a apportées pour le moment sur la table. Et moi, je pense qu'on va avoir une nouvelle génération, notamment de strikers, qui se déplaceront beaucoup mieux et qui arriveront beaucoup plus à gérer ce type d'adversaire. Est-ce que JSP est capable de faire ça à son âge avancé ? Et quand même, JSP, c'est le produit d'une époque, c'est le produit en fait d'une façon de s'entraîner particulière, avec tout un savoir-faire que c'est difficile de faire tabula rasa là-dessus, de dire bon bah tout ce que j'ai appris maintenant va falloir le changer parce que il y a quelqu'un qui amène le feu, quoi, tu vois, qui amène quelque chose qu'on n'avait pas en fait. Ben je me dis, je peux y croire parce que je me dis qu'il a la capacité d'esprit, mais ça nécessite tellement d'efforts que dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en retour à 38 ans et tout, j'aimerais bien y croire parce que j'ai un esprit d'enfant, tu vois, et que j'aime bien, tu vois, genre le truc un peu, c'est une histoire qui fait un peu, qui est pas mal, mais j'ai vraiment peur que ce soit le coup d'arrêt là pour le coup aussi. Surtout que oui, si le combat se fait, donc ce serait en 2020, normalement, hein, parce que ça va pas être le prochain. Donc là, il aura 39 piges, Georges Saint-Pierre, donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué, mais en tout cas, il aura le temps de se préparer pour le défi Khabib. Et puis c'est vrai qu'on peut dire aussi, c'est peut-être ça, moi, qui aussi là me rassure concernant Georges Saint-Pierre, c'est que je pense que ça fait, peut-être 2 ans qu'il potentiellement se prépare, entre guillemets, pour ce combat-là. Parce que ça fait un moment qu'il y a ces rumeurs, un moment qu'on me dit, même 2 ans et demi, parce que c'est vrai que depuis qu'on a vu les photos de lui qui se soignait justement du problème qu'il avait eu lors de sa weight cut, enfin de sa montée de poids contre Michael Bisping, il avait perdu énormément, et c'est là qu'il y avait les rumeurs qui commençaient un petit peu à apparaître ici et là. Donc on peut avoir ce côté-là, le fait de se dire qu'un mec comme Georges Saint-Pierre qui a, comme le disait très justement Rust, les moyens de s'entraîner avec les meilleurs du monde et partout dans le monde, et avec cette rigueur, même quand il est en pause,
tu peux te dire que ça fait 2 ans que le mec côtoie tous les experts au monde pour dire il y a ce mec-là qui pose une question, moi j'ai envie d'y répondre et j'ai envie de me préparer pour. En fait, et je suis complètement d'accord, et c'est vrai que c'est aussi une des plus grandes. C'est ce qui a fait que GSP est un des plus grands champions de tous les temps, si ce n'est le. C'est aussi le fait il est obsédé en fait. Il est obsessionnel avec ce qu'il fait. Il est quand il prend quelques. Ouais, il regarde beaucoup de hentai. Bon, ça, on ne sait pas en venant de non. Si jamais il nous regarde, pardon. Non, on ne juge absolument pas tes goûts en matière d'animé, GSP. Mais en revanche, c'est vrai que s'il y a un truc qui est extraordinaire avec GSP, c'est que c'est vraiment, comme tu le dis, c'est ce genre de mec à être tellement obsessionnel que même si le combat n'est pas encore prévu, simplement parce que le mec est un compétiteur comme il y en a un tous les 100 ans, il va être capable juste par attrait du challenge de s'entraîner en se disant et si j'étais contre un mec comme ça, parce qu'en gros GSP il fonctionne à ça, il fonctionne au challenge, c'est la raison pour laquelle il a envie de revenir contre Khabib, il fonctionne à je suis le meilleur mais comment est-ce que je peux devenir passer encore au niveau supérieur, et pour ça il faut des mecs qui le tirent vers le haut, et là en l'occurrence c'est Khabib, et du coup c'est tellement un artiste martial pur dans sa démarche que ça m'étonnerait absolument pas. Et il est tellement, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il a des troubles obsessionnels. C'est-à-dire que quand il est dans une préparation de combat, il le disait lui-même, c'est presque maladif en fait. Il se met à 100% dedans parce qu'il veut trouver la solution, parce qu'il vit pour ça. Et donc, c'est peut-être un des seuls sur cette planète avec des mecs aussi tarés que Tony Ferguson ou des ultra champions comme Khabib, etc., à pouvoir simplement par curiosité, passer 2 piges à s'entraîner spécialement pour de la contre-lutte en enchaînement, pour voir comment est-ce qu'il ferait s'il se retrouvait contre des mecs comme Khabib. Tu peux être sûr que ce qu'il demande à l'équipe de lutte, si jamais... Bon, après, c'est GSP, il demande ce qu'il veut. On pourrait remplacer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux être certain que GSP demande à l'équipe de lutte et aux entraîneurs, est-ce que vous pouvez m'entraîner, me mettre les meilleurs lutteurs et me mettre là contre la cage ou contre les matelas verticaux et faites-moi de la lutte en enchaînement pendant 2 heures, je m'en fous, je veux mourir s'il le faut. Tu peux être sûr qu'il le fait, ça. Donc c'est ça qui est d'un autre côté rassurant, et je suis d'accord avec Polydomso, en fait, c'est tellement une idole de jeunesse, GSP, qu'on a envie d'y croire et on a envie de se dire que c'est ce type de mec, parce que c'est ce type de mec. Mais à un moment donné, Mère Nature, elle peut aussi te mettre des balayettes moldaves, et j'aurais peur que ce soit la finale, quoi. Oui, non, et puis de toute façon, en plus, ce qui serait extrêmement dur avec ce combat, de toute façon, que ce soit Khabib ou GSP, celui qui perd, là, pour le coup, perd tout. Parce que d'un côté, t'as le gars qui perd son statut d'invincible, et Georges Saint-Pierre, même s'il revient à 39 ans, même s'il revient à 40 ans, enfin, de toute façon, ce sera pas 40 ans, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas combattre à 40 ans, donc à 39 ans, les gens retiendront sa dernière défaite, et vous pouvez être sûr que le MMA est un sport extrêmement cruel, ça balayera tout ce qu'il a fait avant, et ce sera juste ah oui, le mec qui était revenu, qui était trop vieux, qui s'est fait démonter par Khabib, ah oui, c'est lui, ouais. Mais même ce sera même pire que ça. Ouais. Tous les fans diront ah ouais, enfin ok, il était pas si bon que ça. Oui, voilà. T'as le bon style, tu vois. Et là, ça va être cruel, hein. Là, ça va être dur. Tout à fait. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous souhaitez entre T-Fug et GSP. On revient très vite avec le trio de la mort pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à balancer like et à nous écouter sur iTunes et toutes les plateformes habituelles. Allez, peace. Soit.